Bonjour tout le monde, chers amis, parents, collègues. J'aurais aimé tellement avoir le plaisir de vous rencontrer à l'occasion d'un lancement en bonne et due forme, en présentiel, comme on le dit maintenant, mais vous le savez, la pandémie nous oblige à toutes sortes de sacrifices et le mien, au fond, est bien peu de choses en regard de celui de tant de gens qui perdent des emplois, qui voient leur vie bousculée, chamboulée par la maladie. Euh, Quand même, je me suis dit que je voulais au moins vous envoyer un petit mot, un petit message enregistré pour tous et toutes vous saluer, vous remercier de votre appui. Vous avez été nombreux à dire que vous vouliez participer, que vous participeriez peut-être. Et je sais bien que dès que je vous ai envoyé l'invitation, on était déjà à ce moment-là, on n'était pas encore en cas d'orange, imaginez. Ça fait 10 jours, puis on est passé de l'orange au rouge, et puis là, à un moment donné, j'ai fallu que je me résigne au fait que c'était pas possible. Vous savez, je vous ai quand même, alors je serai pas au parc Jarry, vous savez, je vous ai quand même proposé amicalement la possibilité d'aller vous porter chez vous, à la maison, un exemplaire qui sera dédicacé et signé. Je le fais juste parce que j'ai envie euh, de vous d'avoir une sorte de contact, même par boîte aux lettres, sentir au moins que j'ai des amis, des collègues, des parents qui attendent mon livre. S'il y a quelque chose d'un peu personnel là-dedans, ça me fait juste chaud au cœur. C'est la petite chaleur, au fond, que j'aurais aimé avoir dans un lancement et qui n'est pas possible, et je le comprends très bien. Alors, ça me fera grand plaisir dimanche de passer, de faire la tournée, mon World Tour, de Montréal, Laval, la Rive-Sud, pour aller dans chacune des boîtes aux lettres, déposer un exemplaire qui sera scellé sous un sachet de plastique. Tiens, je les ai, mes sachets, regardez. J'ai même ma selleuse ici, OK? Alors, ça sera fait. Vous recevrez votre exemplaire. Et puis, je serai heureux de savoir qu'il y a quelques gens, quelques amis, qui, avant tout le monde, auront eu droit au livre. Je voudrais quand même vous dire que en 2017, j'ai fait paraître ce livre que vous connaissez, Bienvenue au pays de la vie ordinaire. C'est un livre qui a été pour moi beaucoup plus marquant que je l'aurais imaginé. Très franchement, je m'attendais pas un intérêt comme celui-là. Je m'attendais pas non plus à ce que la suite, disons, des choses. Je m'attendais pas à ce qui allait venir ensuite. Euh, Ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup encouragé. C'est un livre qui a été difficile à écrire parce que ça a été des années où j'étais en train de renoncer à la carrière universitaire, où je devais un petit peu me désuniversifier, donc lâcher le jargon, l'écriture plus universitaire pour découvrir une écriture plus personnelle, plus essayistique, donc plus personnelle. Et j'étais tellement fatigué. Et puis, Naomi pourrait vous le dire, ma conjointe, j'étais tellement fatigué après l'écriture de ce livre-là que je m'étais vraiment dit que c'était le dernier livre que j'allais écrire. Ça allait être mon dernier livre, ça allait être mon testament. Puis je peux être un peu tragique par moment. Et puis, ben, à l'automne 2018, je me rappelle encore, au café Souvenir à Outremont, mon éditeur, formidable, Yvon Rivard, un homme à qui je dois beaucoup et à qui je dois d'abord cette capacité d'accueil, cette capacité d'ouverture. Yvon incarne pour moi celui qui est capable de vivre dans la différence des idées, dans la différence des conceptions. Avec lui, j'ai des conversations toujours riches. C'est quelqu'un qui, à la fois, a été chercher chez moi le meilleur, a été parfois était pas d'accord nécessairement avec ce que j'écrivais, mais était capable de voir l'authenticité de la démarche. Et donc, Café Souvenir, automne 2018, Yvon prendre mes nouvelles. Il dit, Mathieu, viens, on va aller boire un verre, je veux te parler. Puis là, il me parle, puis moi, je suis fatigué. Ça fait 1 an que le livre, mon premier, est sorti. Je suis encore épuisé. Bon, épuisé. J'ai rien écrit. J'ai rien écrit.
je recommence à écrire un petit peu. Il me dit, Mathieu, il dit, c'est quand est-ce que tu sors ton prochain livre? Question comme ça. Question d'éditeur, de vrai éditeur. Puis je dis, écoute, Yvon, j'ai aucune idée. Je sais pas, j'ai presque rien. Je vois pas. Il dit, écoute, là, il dit, automne 2019, c'est un peu rapide. Hein? Là, il faudrait quand même que tu accumules des choses. Il dit, moi, je te lis dans l'inconvénient, je te lis à gauche, à droite, je vois que tu as quand même des choses encore que tu pourrais me faire un petit livre, quelque chose. Puis il dit, mais automne 2019, c'est rapide un peu, mais on va essayer de viser l'automne 2020. Essaye. Essaye, pense à quelque chose. Puis là, je parle de cette rencontre-là, puis je doute, je suis pas trop sûr. Puis là, à l'automne 2018, je me mets à écrire. Puis là, coup sur coup, je sais pas si c'est la motivation, la confiance qui est revenue. Je me suis mis à écrire, puis à écrire, puis à écrire. Puis il y a 2 chapitres de ce livre-là maintenant, L'Empire invisible, qui ont été écrits à cet automne 2018. Un chapitre sur le régime de conformité, le nouveau régime de conformité dont je vais parler, et également un gros chapitre sur moi aussi, sur toute l'histoire du mouvement Moi aussi MeToo. Et puis, je me laisse, pour l'été 2019, l'idée d'écrire un chapitre sur le 11 septembre. Je ne sais pas pourquoi, ça me fascine. Puis je me dis, bon, rendu au mois fin de mon année scolaire, je me dis, je me paye un été d'écriture. Ça a été l'été 2019. Et j'ai commencé à écrire ce chapitre, qui est devenu un énorme chapitre. Et dès le début du chapitre, parce que je ne savais pas encore de quoi mon livre allait parler, je me dis, est-ce que je fais un livre sur la filiation? Est-ce que je fais un livre sur... Je voulais faire un livre sur le monde contemporain en même temps. Il y avait comme dans l'air du temps des choses que j'essayais de nommer, puis je comprenais pas. Puis là, ça s'est éclairé comme ça. Juin 2019, j'écris à Yvon. J'ai dit, Yvon, j'ai un livre. Je sais ce que je vais écrire. Ça va s'appeler L'Empire invisible et ça va être un livre sur les États-Unis. Ça va être un livre sur la puissance de cet empire. Et je vais essayer de défendre l'idée que les États-Unis ne sont pas un empire, hein, comme on l'a. Évidemment, c'est pas un empire. Hein, c'est, au sens strict, les États-Unis, c'est les États-Unis. C'est un pays mais qui a une énorme influence. Mais son influence, justement, invisible, son influence qui ne paraît pas, quelque chose qui est un peu en dehors de du spectacle perpétuel que nous offre Donald Trump et ses sbires, c'est ça qui m'intéressait. C'était ses forces à l'œuvre. Et j'avais comme l'impression qu'on comprenait pas ce qui était en train de se passer. Qu'on se complaisait depuis déjà un certain temps avec le film de Denis Arcand, qui nous avait parlé du déclin de l'Empire américain, avec le discours qu'on entendait depuis le 11 septembre, et puis avec l'arrivée de Donald Trump lui-même, hein, qu'on se complaisait dans l'idée que les États-Unis étaient une puissance déclinante, si ce n'est même décadente. Et en même temps, quelque chose qui sonnait faux là-dedans. Parce que je me rendais bien compte que plus que jamais, la culture américaine, l'actualité américaine, les enjeux américains étaient partout. Et je me rendais compte que c'était pas le cas seulement au Québec. J'avais eu l'occasion de voyager en France. On peut pas présentement, mais on a eu ce plaisir en 2018. Je m'étais bien rendu compte à quel point l'influence américaine se répandait. Et là, j'ai fini par me dire, non, c'est pas un déclin auquel nous assistons, c'est à une métamorphose. Quelque chose est en train de changer et l'Empire américain est en train de s'invisibiliser, c'est-à-dire qu'il est en train de trouver des moyens par des réseaux extraordinairement puissants qui sont ceux du GAFAM, mais qui tiennent en fait à toute une série d'autres moyens, sont en train en fait de s'installer au plus près de notre imagination, de notre désir, de nos désirs, de nos ambitions, de notre parole, au point qu'on ne voit plus. Nous sommes en train de devenir des Américains. Et en faisant ce livre-là, je me suis tout de suite dit, et c'est l'écueil que je vais éviter, je me suis dit, c'est pas un livre contre les États-Unis que je veux faire. C'est pas un livre anti-américain. D'abord, ce serait trop bête, trop facile. Puis de toute façon, il faudrait, si je faisais un livre anti-américain et que je voulais être vraiment honnête, il faudrait que j'essaie d'expliquer comment je peux, moi, Mathieu Bellil, me rendre complice de ce que je dénonce. C'est-à-dire que je consomme, comme bien des gens, comme tout le monde, en fait, de la culture américaine, des films, des séries. J'admire des écrivains américains. Je suis passionné, fasciné par la politique. Donc, il fallait que je fasse autre chose que dire je suis pour ou contre. C'est trop bête. D'autant plus que les États-Unis fournissent, parce que c'est un extraordinaire vivier à idées, fournissent
les moyens de les critiquer. Donc, c'est-à-dire que ce qui est très fascinant aujourd'hui, c'est qu'il y a même tout un courant de discours plus nationaliste et parfois anti-américain qui reprend certains des arguments de la droite américaine. Okay? Donc, c'est pas parce qu'on est à gauche qu'on est plus américain ou moins américain, que même si on prend nos idées à gauche, si on les prend à droite, on peut aussi en trouver. Les Alan Bloom et autres. Et donc, il fallait comprendre ça. Et c'est à cela que je me suis attelé. Et puis, ça a donné des textes, ça a donné vraiment un essai. Mon premier livre, c'était plus un recueil, avec quand même un fil conducteur assez fort, je pense. Mais mon deuxième livre, je crois que ça se lit un petit peu plus comme un roman. C'est la chose qui m'a été dite, c'est mon objectif. J'ai essayé d'écrire un livre qui est en même temps une sorte d'histoire, l'histoire d'une démarche. Et vous verrez que cet essai, dans le dernier chapitre, devient très, très personnel, que je remonte aux sources de ma propre famille Bellil, que je réfléchis aussi à mon rapport aux États-Unis. Ce livre-là est né en 2008. En 2008, à l'automne 2008, par un hasard, en fait, qui tenait à des choix, j'ai commencé un post-doctorat à l'Université de Chicago. Et quand j'ai pris cette décision-là, je ne me soupçonnais pas qu'à l'automne 2008, octobre pour être précis, j'étais arrivé en octobre, je me retrouverais en octobre 2008 à Chicago, au moment précis où Barack Obama était en train de mener sa campagne de feu qui allait le mener à la présidence des États-Unis, qu'au même moment où on avait cette incroyable ascension d'Obama jusqu'au sommet, jusqu'aux étoiles, parce qu'Obama, c'est l'incarnation la plus éloquente de la puissance extraordinaire du mythe américain, du mythe, du self-made, man et tout ça. En même temps qu'il y avait cette extraordinaire ascension, il y avait cette extraordinaire descente aux enfers de l'économie américaine par l'entremise de sa bourse qui, en octobre 2008, plongeait et plongeait et plongeait. Et je me souviens, et à ce moment-là, je ne soupçonnais pas à quel point c'était symbolique. Je me souviens que en novembre, juste au début novembre, j'ai pas pu rester à Chicago au moment de l'élection, mais juste avant, je me promenais au centre-ville de Chicago. Puis à un moment donné, je suis au bord de la Chicago River, dans un secteur où il y a des nouveaux immeubles qui sont en train d'être construits. Et là, il y a un immeuble qui attire mon attention parce qu'il est immense, il est tout vitré, il s'élève dans l'azur comme une flèche, puis ça fait penser, ça nous rappelle forcément aux États-Unis, les tours jumelles, ça nous rappelle ces immenses gratte-ciels qui sont comme des défis lancés aux lois de la gravité et aux lois de l'histoire. Et je m'approche de ce bâtiment qui n'est pas encore habité. Il est en train d'être finalisé. Il va être habité à l'été 2009. Et là, tout autour du bâtiment, il y a sur des barricades de bois, il y a les photos, les portraits de Barack Obama et son fameux Yes We Can. Yes We Can. Et là, Obama, les pancartes, les posters sont déjà un peu en train de décoller. Il y a eu de la pluie. C'est un peu en train de tomber, tout ça, parce qu'on arrive à la fin de la course. Et bon, finalement, les jeux sont pratiquement faits. Et là, je m'approche du building et je me rends compte que l'édifice qui est sur le point d'être construit, d'être achevé, et qui va être le deuxième plus grand édifice de Chicago, après la Sears Tower, qui est devenue aujourd'hui la Willis Tower. Sears Tower, qui était d'ailleurs la tour qui avait ravi au World Trade Center en 1973 le titre de plus haut édifice des États-Unis, que cette nouvelle tour qui monte, qui est entourée des portraits d'Obama, s'appelle la Trump Tower. Et quand je me suis rendu compte de ça, 10 ans plus tard ou 9 ans plus tard, l'année passée, quand j'étais en train d'écrire mon livre, je me suis dit, Mathieu, wow, t'avais dans un même lieu les deux figures, comme si Obama annonçait Trump, comme si dans Obama se trouvait contenue la possibilité de Trump. Deux hommes totalement opposés, radicalement et diamétralement opposés dans leurs idées, leurs convictions et même dans leur manière de travailler. Obama, c'est l'homme du discours et de la persuasion, qui travaille à essayer de nous convaincre par la raison et par l'idéal. Et de l'autre, vous avez non pas l'homme de la persuasion, mais l'homme d'une espèce de mobilisation des instincts, et des instincts parfois les plus destructeurs, des instincts de violence, de méfiance, de peur. Vous aviez la raison et les instincts. Vous aviez l'idéal et vous aviez l'anti-idéal.
Hein? Et ces deux figures-là étaient là en même temps, symboliquement, réunies. Je voudrais juste terminer ce mot qui est déjà long, hein, ça fait 15 minutes que je parle, et je voudrais juste terminer en remerciant des gens, des amis, des gens sur qui j'ai pu compter dans la dernière année pour me lire, pour m'encourager, pour aussi parfois me fournir des suggestions très, très éclairées et très éclairantes. Et je veux les remercier et je veux que vous sachiez que ce livre-là, bien sûr, c'est le mien, hein, et que j'en assume entièrement le propos, mais qu'il y a un peu de chacune de ces personnes-là dans ce livre. Alors, je remercie d'abord Alain Roy, bon ami à moi, directeur de la revue L'Inconvénient, formidable lecteur, d'une attention phénoménale, quelqu'un qui m'a beaucoup encouragé. Je remercie Carl Perrault, un collègue du collège Jean de Brébeuf et un ami qui m'a donné un certain nombre de flashs. Carl est un grand, grand lecteur et quelqu'un qui connaît bien la culture américaine et qui m'a fait des commentaires qui m'ont beaucoup aidé. Je veux aussi remercier Marie-France Bazot. Marie-France, merci à toi. Merci pour tes encouragements. Je sais, Marie-France, elle était pas là le 11 septembre à New York, mais le 11 septembre, son émission régulière d'Indicatif Présent est interrompue et elle doit animer en direct le déroulement. Elle doit suivre le déroulement en direct des attentats du 11 septembre. Marie-France a aussi fait une entrevue avec Philippe Petit. Bon, Philippe Petit, là, vous savez pas c'est qui, mais c'est un funambule qui, dans les années 70, a traversé sur un fil en équilibre entre les deux tours, entre les tours jumelles du World Trade Center. Marie-France a rencontré Philippe Petit et elle m'en a parlé. Et vous verrez, j'en parle dans mon livre. Philippe Petit, pour moi, c'est mon modèle, c'est la métaphore de mon idéal intellectuel, okay, qui est celui de l'équilibriste. Vous verrez. Je veux remercier également Mauricio Segura, bon ami, membre du comité de la revue L'Inconvénient, qui m'a aussi fourni des indications précieuses, des commentaires, et qui m'a parfois aiguillé sur certaines pistes intéressantes et précieuses. Merci Mauricio. Merci à Marie-Lise Hamelin. Marie-Lise qui m'a aussi beaucoup aidé, qui a fait une lecture attentive, qui m'a fourni notamment des observations intéressantes sur mon premier chapitre, chapitre sur moi aussi également. Enfin, je remercie Laurent Bellil, mon oncle Laurent, qui a fait des recherches sur la famille Bellil qui m'ont été très utiles. Je remercie aussi, de manière posthume, mon bon ami Dominique Roy, professeur d'histoire au Collège Jean de Brébeuf. Dominique qui est décédé de manière brutale par une bête rupture d'une veine, d'un anévrisme au mois de mai, en plein confinement. J'ai une pensée pour Dominique. J'ai une pensée pour Dominique parce que Dominique m'a aiguillé sur la lecture d'un certain Jean-Marie Domenac, qui déjà dans les années 60-70 parlait des États-Unis et de leur puissance invisible, bien avant même Joseph Nye et sa théorie sur le soft power. Alors, Dominique, un coup de chapeau à toi. Et finalement, je remercie Naomi, ma femme, ma conjointe, que j'aime. Je la remercie de sa patience. Je sais que l'écriture de l'Empire invisible, pour elle, a été un charme comparé à l'écriture de Bienvenue au pays de la vie ordinaire. Elle en revenait pas même, puis elle a dit « Ah, ben finalement, tu pourras peut-être en écrire d'autres. » On verra. Naomi, que j'aime, qui m'a soutenu, qui m'a lu, qui m'a fourni toutes sortes d'encouragements et de remarques précieuses, humaines. Je la remercie. Je dédie ce livre-là à ma famille. Et par ma famille, j'entends bien sûr mes filles Adèle, Romane et Naomi, ma femme, mais je pense aussi à ma famille, ma grande famille Bellil, mes parents, mes frères et sœurs, mes cousins, cousines, je pense oncles et tantes, je pense aussi à ma grande famille Deschênes, à qui je dédie aussi ce livre-là, ma grand-mère Françoise, à mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Vous faites partie de cette belle et grande famille à laquelle j'ai la chance d'appartenir. Alors voilà, bonne lecture, et j'espère que j'aurai un jour, bientôt, que nous aurons le plaisir de nous voir. Au revoir, à bientôt. Hey, 20 minutes!
Je suis fier de moi.